Donc, je me présente très rapidement. Je m'appelle Gaël Poupard, je suis tech lead chez OnePoint et donc spécialiste du front. Donc, on va parler de CSS aujourd'hui et de graphique de données en CSS. Les slides sont déjà en ligne sur mon site personnel, food.fr/tnt. L'intégralité de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a un site de démo avec plein d'autres exemples, parce que là je vais me focaliser sur un type de graphique. Il y a plein d'autres exemples sur le dépôt GitHub que je vous encourage à aller regarder. Et puis voilà. Pour la petite histoire, ça c'est la version 2 d'une conférence que j'ai déjà donnée en 2018. Et l'air de rien, en 5-6 ans, il s'est passé beaucoup de choses en CSS. En 2018, j'avais parlé de plein d'exemples et je vais vous montrer qu'aujourd'hui on n'a plus le temps, un seul ça suffit pour caler une heure. La philosophie ma philosophie, on va faire simple, c'est de respecter autant que possible le principe de moindre pouvoir. C'est un principe générique qu'on retrouve un peu partout, mais qu'on retrouve aussi dans une page de 1998 éditée par Tim Berners-Lee sur son petit blog perso du W3C. Où il liste 10 axiomes importants du web. Des trucs, des concepts qui devraient être inaliénables sur le web. Le principe de moindre pouvoir en fait partie. Il est assez facile à comprendre. En gros, si vous voulez faire quelque chose, vous devez choisir la couche technologique la moins impactante possible pour le faire. Donc moins vous nécessiterez de ressources, mieux c'est. Et moins c'est compliqué, moins vous avez de dépendance. Enfin voilà, et derrière il y a toute une cascade. Il y en a plein d'autres, des axiomes, comme je l'ai dit sur cette page-là, il y en a 10, mais bon, vous trouvez KISS en 1998 quand on parlait de web. Il y avait déjà de l'idée, c'était déjà pas hyper compliqué, hein, mais il y avait déjà l'idée. Il y avait le design modulaire aussi, dans les axiomes du web en 98. Aujourd'hui, quand on voit des confs sur les design systems partout, c'est rigolo de voir que c'est un truc nouveau. Il y avait aussi la tolérance et puis la décentralisation, ça, le web a un peu dérivé. Ça marche plus vraiment. Bref, en tout cas, le principe de moindre pouvoir, quand on l'applique au front, il y a une pratique qui ressort, qui correspond exactement à ça, qu'on appelle l'amélioration progressive. En gros, vous commencez avec du HTML. Si le HTML ne suffit pas, vous attaquez avec du CSS. Si le CSS ne suffit pas, vous attaquez avec du JS, etc. L'amélioration progressive. Moi, je vais vous parler de graphique de données spécifiquement aujourd'hui. Et typiquement, c'est simple, un graphique de données. Vous avez une liste de valeurs. Enfin, c'est généralement un ensemble de clés valeurs avec plusieurs niveaux potentiellement qui sont disposés sur une échelle, sinon les données sont random, et qui sont mises en forme de façon à faciliter la compréhension. Ça, c'est un truc hyper important. C'est pas du tout de ça dont je vais parler aujourd'hui, mais c'est ce qui fait que vous choisissez tel ou tel type de graphique de données. Normalement, vous voulez montrer quelque chose. Sur Wikipédia, vous avez une page très intéressante et interminable sur la représentation graphique de données. Si vous avez du temps et que le sujet vous intéresse, allez-y, c'est vraiment, vous pouvez au moins lire le sommaire, il est plus court. Donc petite piqûre de rappel, en HTML, en fait, on n'a pas 36 000 façons d'associer des clés et des valeurs, mais en fait, on n'en a que deux. On a les listes de définition, donc les éléments DL, alors liste de description d'ailleurs maintenant, avec les DT, donc les termes de description, et les DD, les descriptions de description. Et l'autre, c'est les tableaux de données. Et les tableaux de données, ça sert à ça en fait. Il y a eu toute une génération qui a été traumatisée par les tableaux, parce qu'on s'en servait pour la mise en page. Et donc il y a eu toute une vague de gens qui disaient qu'il ne faut plus faire de tableaux en HTML. Et en fait, quand vous présentez des données, vous n'avez pas le choix, il faut mettre un tableau. Ça sert à ça. Il y a un terme qui est très important dans cette slide, c'est la sémantique. En HTML, c'est vraiment la base, et à partir du moment où vous voulez faire bien un site web, peu importe votre stack techno, votre spécialité et tout ça, le niveau 0, c'est la sémantique HTML, quoi que vous fassiez. En 2018, donc, en une heure, j'avais eu le temps de parler de tous les exemples qu'il y a affichés ici, qui sont exclusivement faits en HTML et CSS. Je m'étais appuyé sur les travaux de plein de monde, il y a une liste énorme en bas. Mais tout ça c'est toujours valable, sauf que depuis il s'est passé plein de choses. Donc comme je le disais, c'était déjà uniquement des tableaux avec beaucoup de CSS.
Un tout petit JavaScript qui n'est pas du tout fait pour dessiner les tableaux, qui est uniquement fait pour l'accessibilité, pour être sûr que quelqu'un puisse accéder à une version texte lisible. On met un petit interrupteur devant le tableau, comme ça on peut basculer de la vue tableau à la vue graphique. C'est littéralement 3 lignes et demie de JavaScript. Et donc c'est performant, c'est accessible, c'est complètement autonome parce que du coup c'est du pur statique. Et bah, ça marche du feu de Dieu. Aujourd'hui on est en 2023, on peut aller un petit peu plus loin. Vous allez voir que finalement il faudra peut-être y réfléchir avant de reprendre D3JS, Raphaël et tous les copains qui vous tirent des méga JS. L'exemple que je vais faire, c'est un camembert interactif, donc un pie chart. C'est pas flagrant pour l'instant, mais ça va venir. Donc au début, on a un tableau tout nu. Voilà, il y a juste des lignes, des colonnes, c'est un tableau. Pour la sémantique, le caption est hyper important, c'est un tableau de données. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens comprennent de quoi vous allez parler juste en survolant les lignes et les cellules. Donc le caption sert à définir ce que vous allez trouver dedans. Et donc après, la structure, elle est très bête. Normalement, là, il n'y a rien de très spécial. L'attribut pour accessibilité qu'on a tendance à perdre, mais qui est indispensable, c'est l'attribut scope sur les TH, pour indiquer si c'est une cellule d'entête ou de ligne. Et puis voilà, on va commencer à avancer petit à petit. En CSS, il y a plein de choses là qui vont commencer à vous étonner. La troisième va vous surprendre. À commencer par la première ligne, les layers en CSS. C'est une spécification qui est sortie il y a quelques années, qui est implémentée dans les navigateurs depuis 2-3 ans peut-être, qui est supportée partout, et qui vous permet d'arrêter de vous battre avec la spécificité des différentes sources de CSS que vous pouvez avoir. Genre si vous utilisez un framework Bootstrap, Material, je sais pas quoi, qui a déjà son paquet de CSS, mais que vous avez besoin d'en rajouter à côté parce qu'il y a un composant qui n'existe pas ou un truc comme ça. Soit vous êtes un champion du framework en question, vous vous intégrez complètement dedans et c'est fluide et la vie est belle, c'est rarement le cas. Soit vous allez commencer à lutter un petit peu avec ça, à foutre des importantes en bout de chaîne et des conneries comme ça. Et là, ça commence à la guerre de la spécificité. Aujourd'hui en CSS, on peut interrompre complètement ce truc-là avec les layers. Ce qui se passe avec les layers, c'est que vous définissez vous-même la cascade, dans quel ordre vont cascader vos styles. Dans la théorie, quand vous affichez une page web, les styles qui sont appliqués, il y a en priorité les styles de l'agent utilisateur, donc du navigateur. Après, les styles de l'utilisateur. Vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez dire à Firefox, Chrome et tout ça, je veux tel typo, je veux telle taille de texte, je veux telle couleur. Tout ça passe par du CSS. Et derrière, les styles de l'auteur, donc le site. Et avant, ce style auteur, c'était un monolithe, tellement massif que les gens ont oublié qu'ils pouvaient personnaliser leur navigateur avec des styles utilisateurs. Et généralement, c'est là que la guerre des spécificités arrive, c'est là que nous, on travaille en tant que producteurs de services web. Et les layers vont nous permettre de rajouter des niveaux en fait là-dedans. De dire, niveau 1, je charge mon framework. Niveau 2, je charge mon petit reset ou je sais pas quoi. Niveau 3, je commence à faire mes styles à moi. Grâce à cette mécanique, des styles, même dans votre framework, par exemple Bootstrap utilise des classes utilitaires qui sont toutes bardées de importantes pour être sûr que ça marche. Si vous les encapsulez dans un layers comme ça, et que vous redéfinissez la même classe dans un autre layers qui est déclaré après dans la pile de la première ligne, même si vous ne mettez pas d'importante, il va prendre le pas, systématiquement. Fin de la guerre. Les layers. Bon, c'est la première ligne de code, on n'est pas rendu. Ce qui est intéressant aussi, c'est la deuxième ligne. Justement, je donne l'exemple avec Bootstrap. Évidemment, dans mes démos, il n'est pas chargé. Ce serait un peu contre-productif. Mais en gros, quand vous faites un @import d'une source externe de CSS, vous pouvez l'affecter directement à un layers. Et c'est juste une quarantaine en fait. Mais moi, c'est une très bonne idée. Tiens, je devrais mettre un layer en premier, quarantaine. Fin de l'histoire. Et derrière, vous redéfinissez tout ce que vous voulez. En l'occurrence, moi, mon layer element, le premier, je mets des styles propres au tableau qui font qu'on voit mieux que c'est un tableau, c'est un peu mieux mis en forme. Il y a des propriétés ici qui vont peut-être vous surprendre, on en parlera après probablement. Mais il y a des trucs très très vieux, genre border collapse, caption side, qui va vous permettre de dire si le caption, le titre du tableau est en haut ou en bas. Vous pouvez le faire juste en CSS. Il y a plein de petits trucs comme ça. Et donc ça, c'est globalement du vieux CSS. À part les layers, il n'y a rien de nouveau. On va commencer à avancer.
Le tableau, vous avez vu que dans mon exemple, il débordait. En fait, j'avais mis beaucoup d'espace et tout ça, ça a commencé sur une zone un peu limitée. Visuellement, le tableau débordait. Ce qui est important, c'est que mon tableau, il est hyper simple. Vous pouvez avoir des tableaux complexes où ça va être important que l'utilisateur puisse voir que le tableau, il est long, très long. Et donc pour ça, on peut mettre un petit indice pour dire hey, il est scrollable le tableau, va voir à droite. Avec une petite astuce qui dépend d'un background d'image, en fait, on met juste un petit ombrage sur les bords, si c'est scrollé ou pas. Il y a un truc qui est rigolo, c'est la propriété background attachment que personne utilise en général, alors que c'est un des premiers trucs qui doit dater de 1996 dans le spec. Mais qui a une valeur qui est très intéressante, qui est scroll, et il y en a une autre qui est locale. Le cumul de ces valeurs, là dans mon background, vous voyez qu'il y a plusieurs dégradés dans mon background. En fait, ils ne vont pas tous être attachés au même endroit, ce qui fait que quand en fonction de si vous êtes en train de scroller ou pas, c'est pas le même background qui va être appliqué. Un petit truc pour l'accessibilité encore une fois, et une dernière fois, après il n'y a plus de JavaScript. Un élément qui est scrollable, il faut qu'il soit atteignable au clavier. Et donc pour ça, on vérifie juste sa largeur. Si c'est plus grand que la largeur de la fenêtre, paf, on lui colle un attribut tab index 0. On peut l'atteindre au clavier, fin de l'histoire. Et donc on va commencer. On va commencer à styler un petit peu. On va enlever plein de trucs, genre les bordures. On n'en a pas besoin. On va déplacer la légende en bas. Vous voyez que caption side est passé à bottom. La propriété empty cells avec la valeur hide va faire que si jamais vous avez des cellules vides, elles disparaîtront visuellement. Ça aussi, ça date de la fin des années 90. Et puis voilà, juste des petits trucs comme ça, on enlève les bordures, on enlève les paddings, on fait le truc propre. La suite, on va commencer à transformer notre tableau pour qu'il ressemble vaguement à un truc qu'on connaît quand on fait un graphique de données. En l'occurrence, j'ai besoin d'une légende, moi les données qu'on a, par exemple HTML 2%, mes clés, mes valeurs, littéralement. J'ai besoin de les afficher quelque part de manière compréhensible. C'est ce qui va me servir de légende. Le premier truc, c'est de mettre tout ça en display flex, histoire que tout soit sur une seule ligne. De m'assurer qu'il y ait un peu d'espace entre les éléments et que ce soit cohérent. Et derrière, je vais commencer à faire un truc qui est assez rigolo avec les petits carrés noirs pour l'instant, qui vont hériter d'un background color. Et ce background color, vous voyez, on utilise les custom properties juste là, donc pour l'instant ça fait rien, mais je prévois le truc. On a une custom property pour la couleur et une valeur de repli, de fallback, qui est current color. Donc au pire, le carré aura la couleur du texte. Et si on veut faire des trucs rigolos, on change la couleur du texte. On lui donne des dimensions, tout ça, on le positionne pour qu'il soit bien visuellement associé à la légende qu'il est censé illustrer. Et puis on va commencer. Là, on a déjà un truc, on sait qu'on voit à peu près où on va. On commence à avoir une vraie légende de graphique. Ensuite, on va jouer avec cette couleur justement. Moi, comme je suis une feignasse, c'est que en fait, les custom properties, c'est pas du tout des variables, c'est une API. Littéralement, vous la définissez dans votre HTML et la donnée arrive en CSS. C'est une API. Vous pouvez le définir sur votre ligne directement, comme ça elle sera disponible pour tout ce que vous avez dans votre ligne, à l'échelle d'une ligne. Donc la première HTML c'est en violet, la deuxième CSS en rose, etc. Tout ce qui est dans cette ligne-là pourra utiliser cette custom property. C'est intéressant pour la suite. Un autre truc qui s'est passé d'ailleurs dans le slide précédent, je ne vous l'ai pas montré, mais le T-Head, il a une classe SR-only. Dans d'autres frameworks, ça s'appelle Visual Hidden, enfin vous avez plein de façons de nommer ce truc-là. Qui fait que l'entête va être masqué visuellement. Juste pour avoir moins de bruit visuel, on n'a besoin que des données à afficher. Et donc mes couleurs, là sur le slide précédent c'était juste des couleurs hexadécimales, là on va aller un petit peu plus loin. Donc j'ai une classe conteneur autour de tous mes graphiques qui me sert à définir ses propriétés. En 2018 j'étais pas allé super loin là-dessus, je m'amusais juste avec ce que j'avais, donc des codes hexadécimaux. Voilà, un petit préfixe, une petite convention de nommage qui va bien. Maintenant, je me suis beaucoup plus amusé. La version que vous avez à droite, c'est la nouvelle. C'est plus verbeux. Mais en fait, je m'appuie sur un format de couleur, une notation de couleur qui est HSL pour Hue, Saturation et Lightness, donc teinte, luminosité, teinte, saturation, luminosité. Et ce qui est intéressant avec cette fonction, c'est que comme il y a plusieurs valeurs, vous pouvez avoir une custom property pour chaque valeur, faire de la composition dans vos couleurs.
Et donc vous définissez une teinte d'entrée et vous pouvez derrière générer une palette automatiquement. C'est-à-dire que si vous voulez la couleur complémentaire de votre couleur initiale avec la teinte à 270 en l'occurrence, vous faites plus ou moins 180 sur la roue chromatique, vous avez la couleur complémentaire. Vous n'avez pas besoin de vous faire chier à essayer de la trouver et de la définir. C'est juste la couleur complémentaire. Derrière, il y a plein de choses qui se passent très intéressantes pour les gens qui ont fait du design. La théorie des couleurs, vous avez plein de façons de calculer des palettes automatiquement. Vous avez plein d'outils en ligne qui vont vous le faire aussi, mais vous ne comprendrez pas forcément ce qui se passe. La roue chromatique, c'est un concept hyper intéressant quand vous êtes designer. Évidemment, quand vous êtes intégrateur, que vous faites du CSS, c'est hyper intéressant aussi parce que ça peut vous faire gagner du temps. En l'occurrence, voilà, donc la luminosité est aussi une custom property et la saturation aussi. La saturation, évidemment, à 100, vous avez les couleurs hyper saturées, à 0, vous êtes en gris. Ça permet de faire pas mal de choses rigolotes. Et donc là, on peut voir qu'en fait, tout ce qui avait l'air d'être des couleurs random à gauche est devenu un truc hyper compréhensible et intelligible à droite, même si c'est hyper verbeux. Vous avez qu'un seul vrai point d'entrée, c'est la teinte. La teinte, pour la petite info, c'est la couleur violette qui est à gauche. 270, ça correspond à une couleur Rebecca Purple. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à juste vous renseigner sur ce nom de couleur. Il y a une histoire derrière. Et donc ce qui est très rigolo, c'est que on peut jouer avec ça pour par exemple se dire que si on est... Hop, je vais y arriver. Si on est sur un écran plus grand ou dans un contexte différent, avec tout ce qu'on peut imaginer faire avec des media queries, on peut changer. Et par exemple, la lightness, si je me dis, hop, il faut la changer, on peut faire des trucs, on peut changer du coup la luminosité en fonction de la taille de l'écran. C'est un énorme raccourci, les UX sont tous pestés si vous faites ça. Mais dans l'idée, vous avez des points d'entrée de dingue, vous définissez une palette entière en une ligne et une media query. Je trouve ça assez pratique. Donc évidemment, les couleurs pastel, c'est un peu moins rigolo, mais ce qui me fait penser qu'il faut que je vire ce code. Tac. Donc voilà, moi je préfère comme ça. Derrière, ça veut aussi dire que si vous gérez un thème sombre, ce qui est relativement à la mode depuis des années, parce qu'on en entend parler tout le temps, et il y a toujours quelqu'un qui vous écrit un article sur comment faire un thème sombre, c'est en fait très facile parce que du coup votre luminosité et votre teinte sont de simples custom properties. Donc vous voulez changer de thème coloré, vous avez 3 custom properties centrales à changer, quelques ajustements à droite à gauche, parce que du coup si vous avez fait la même erreur que moi à définir vos premières couleurs avec background et foreground pour le texte, en fait il faut les inverser, mais ça marche très bien. La propriété color scheme d'ailleurs est hyper intéressante dans le navigateur, light to dark, vous pouvez mettre les deux valeurs. Ça dit au navigateur que si vous êtes en color scheme dark par exemple, tous les contrôles natifs vont avoir leur thème dark par défaut. Et donc ça devient, il y a plein de petits intérêts sur la scroll bar, sur les contrastes des éléments intégrés à votre navigateur. Pensez à le faire. Et donc petit point rigolé aussi, c'est qu'aujourd'hui toutes les fonctions de couleur, comme l'exemple là-haut, peuvent s'écrire sans avoir à préciser le A, donc RGBA ou HSLA, vous n'avez plus besoin de faire ça, vous pouvez mettre un slash avec la valeur du canal alpha derrière, ça marche, et vous n'avez plus besoin des virgules non plus. C'est toujours supporté pour des questions de rétrocompat, mais en fait vous n'avez pas besoin. Derrière, pour l'accessibilité toujours, vous aurez compris que ça me tient légèrement à cœur, vous avez des personnes qui ont besoin de palettes de couleurs personnalisées. C'est ce qu'on appelle le mode de contraste élevé, qui peut être utilisé pour avoir des contrastes plus faibles, mais c'est le mode de contraste élevé. Et ce qui est très rigolo là, c'est qu'en fait l'utilisateur va via son système d'exploitation définir la palette de couleurs qu'il a envie d'utiliser, ce qui est exposé au navigateur et à vos CSS par des mots-clés système qui définissent des couleurs. Donc vous allez avoir une couleur button, une couleur button text, voilà, vous allez avoir des mots-clés comme ça à utiliser. Ce sont les mêmes en SVG d'ailleurs, et ça vient de SVG, c'est pour ça que vous avez des capitales dans les noms des mots-clés. Et donc tout ça vous permet de redéfinir les couleurs. En l'occurrence, sur Ubuntu, les couleurs système que j'ai définies, ce sont celles-ci.
sont généralement des couleurs assez vives aussi, parce que la base de la fonctionnalité, c'est vraiment les contrastes élevés. Mais en fonction de l'utilisateur, en fait, c'est l'utilisateur qui va lui-même pouvoir définir sa palette de couleurs. Et en utilisant ces mots-clés en mode de contraste élevé, vous allez respecter ses préférences. Ça peut être folklorique dans le cadre d'un projet comme ça, mais dans l'idée, vous pouvez le faire tout le temps. Quand on n'a pas de couleur aussi, il se pose un problème. Par exemple, pour les personnes atteintes d'achromatopsie, donc c'est le cas de daltonisme le plus sévère, où vous ne voyez littéralement aucun canal de couleur, donc vous êtes en niveau de gris en permanence. Vous avez besoin de pouvoir distinguer ces couleurs. Le plus simple, que ce soit en design ou en accessibilité, c'est de plaquer un motif visuel unique sur chaque couleur. Donc chaque couleur a son propre motif visuel. Et donc ça se fait très facilement, vu qu'on utilise du CSS, bon, on fout des backgrounds d'images. Mon petit camarade François-Xavier vous a parlé ce matin, pour ceux qui ont regardé Whoop Assassin de la police, de comment on embarque du SVG en CSS. C'est très simple, en fait, vous utilisez une data URI, donc dans une URL, vous mettez le protocole data de points, et en fait derrière vous foutez ce que vous voulez. Donc il faut un type mime valide, sinon ça sert à rien. Et vous écrivez votre SVG. Historiquement, il fallait URL encoder, tout ça. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin, il n'y a que l'octotorp, donc le hash, qui a besoin d'être encodé. Donc c'est hyper lisible, c'est hyper facile à maintenir, c'est des trucs qu'on peut utiliser partout. Dans Bootstrap, c'est ce qui est utilisé depuis 4 ou 5 ans maintenant. Et ce qui est très bien, c'est de les foutre aussi dans des custom properties. Un truc qui est important quand vous réfléchissez au poids de votre fichier et tout ça, c'est d'éviter le code dupliqué. Si vous dupliquez un SVG entier à chaque fois que vous en avez besoin, c'est très très verbeux. Donc vous en faites une custom property, puis vous appelez votre custom property directement. Et dans l'idée, c'est pas plus compliqué que ça. Vous associez une custom property propre à votre ligne, par exemple, à une custom property background propre à votre ligne, et vous la réutilisez sur tous les éléments dont vous en avez besoin, et ce sera bon. Donc vous ciblez après avec des sélecteurs qui permettent de boucler un petit peu. Vous pouvez définir que tous les éléments donc pairs vont avoir l'hexagone, enfin pairs, non, de 2 en 2. Et donc vous définissez les règles que vous voulez, après c'est de l'algo basique. Si vous avez cet élément, il vous faut 7 motifs, et vous dites que voilà, premier, deuxième, etc. Donc là on gère quand même déjà pas mal de trucs, parce qu'on a des couleurs marrantes. Ça marche aussi en mode de contraste élevé avec les couleurs système, puisque vous les respectez les préférences des couleurs, et vous continuez à identifier chaque cas avec son motif. Et puis surtout, quand vous êtes en niveau gris, effectivement, vous voyez que les contrastes entre les couleurs sont quand même largement perdus. Par contre, les motifs ressortent vachement plus, et c'est eux qui commencent à apporter du contraste entre vos différentes sections. Donc là, on commence à être bien pour la légende. On est allé un peu loin sur juste la petite ligne de la légende. On va commencer à dessiner quelque chose. Déjà, vous l'aurez compris, on ne va pas la laisser en haut, on va faire un peu d'espace. On a besoin d'un petit canevas, donc c'est assez bête, mais même pour ça, je m'appuie sur une custom property qui va être le rayon, enfin le diamètre plutôt, de mon cercle. Cette valeur-là, elle va être réutilisée souvent. Donc on va prendre l'espace maintenant. Sur chaque cellule, c'est elle qui va porter son propre dessin, sa propre zone. On va lui donner quelques trucs, notamment on va lui appliquer un background qui va récupérer la couleur et le motif qu'on a défini. Et donc là, ça y est, c'est bon, côté accessibilité, on a fait le job. On va lui donner des dimensions, on va dire que c'est un rond, border radius à 50%. Et puis on va le positionner en position absolue. Le petit transform translate 3D qui s'assure que c'est bien centré par rapport au référentiel qu'on lui a donné. Le transform origin center, là il n'est pas indispensable, tout à l'heure on en aura bien besoin. Et voilà, on est prêt à y aller. Là, on ne s'en rend pas forcément compte, mais toutes nos cellules ont donc un cercle complet, et donc elles sont toutes superposées. Ce que vous voyez, la grise là, c'est la dernière, littéralement. Donc là, sur mes valeurs, je crois que j'en ai 7. Vous avez 7 cercles superposés. Pour l'instant, c'est pas super utile. Donc ce qui nous manque, c'est comment on va couper les parts du camembert. On s'est bien entraîné ce midi, maintenant on va passer à la version moins comestible. Il y a une propriété qui est absolument magique et incroyable qui s'appelle ClipPath, qui est directement importée de SVG. SVG qui est quand même une spec qui date de 1998, qui marche dans tous les navigateurs depuis 2000 et qu'on commence à utiliser depuis 5 ans.
Donc voilà, ClipPath c'est hyper intéressant, ça vous permet de vraiment définir une zone visible pour l'élément. Et une zone visible, c'est pas juste un rectangle, comme ce que tous les éléments du web sont des rectangles en fait. Donc ClipPath vous permet de dépasser cette limite-là. Et notamment la fonction polygone, elle est hyper intéressante. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que le référentiel, il est vachement facile à comprendre. Ce que je viens de faire là, c'est que le dernier point qui était à 50%, 50%, c'est le centre. Et vous le mettez à 100% sur la deuxième valeur, en fait vous êtes en bas, au centre horizontalement, le premier 50%, à la fin verticalement 100%. On ne peut pas faire plus simple que ça pour placer des points. Et ça suffit, en fait, on a vu à peu près tout le principe, tout ce qui va se passer derrière. Quand on va vraiment jusqu'au bout, je vous préviens, on se retrouve avec des valeurs comme celle qui est affichée là, avec un certain nombre de décimales, parce qu'on fait des vrais trucs, il faut que ce soit les vraies données qui soient représentées. L'inspecteur de Firefox, pour ça, il est assez incroyable. Aujourd'hui, il a été amplement copié par tous ses petits camarades, mais on ne peut pas les blâmer vu que c'était bien. Dans l'inspecteur de Firefox, à chaque fois que vous utilisez un ClipPath avec une propriété polygone, vous avez un petit truc, là, un petit picto. Il y a plein de choses qui sont cliquables dans l'inspecteur de Firefox, cliquez dans l'inspecteur de Firefox. Là, en l'occurrence, j'active le truc, mon ClipPath est affiché, je vois mes points, et le meilleur, c'est que je peux l'éditer comme ça. Bref, utilisez Firefox. Donc voilà. Là, ça ressemble à des valeurs magiques. Vous vous doutez bien que quand on a des données en entrée, on n'a pas des valeurs magiques en sortie. Il y aurait eu un blackout quelque part. Donc la question, maintenant, ça va être, vous l'avez vu quand j'ai activé l'inspecteur, il y a une petite propriété qui était placée exactement sur le cercle. C'est chouette, hein, ça a l'air simple. Il va falloir qu'on calcule des angles, qu'on fasse un peu de trigonométrie pour trouver le point sur le cercle. Au final, conceptuellement, c'est assez simple. Tous mes points vont être placés sur le cercle, donc il y a une certaine distance du centre. On connaît le rayon, parce qu'on a une custom property qui nous donne le diamètre. Et l'idée, c'est qu'après, oui, forcément, comme j'ai joué avec mon exemple précédent, il est décalé. Quand on connaît un des côtés, on connaît un angle, c'est un angle droit. On connaît un deuxième angle, puisque ça représente la proportion sur le total. Quand vous faites un camembert, en fait c'est bête, mais à la fin ça fait 100%. Donc toutes vos valeurs, vous les multipliez par 3,6, vous avez l'angle interne. Vous avez deux angles, un côté, ça suffit. La petite astuce, c'est qu'il faut convertir votre angle que vous avez en degrés. Si vous multipliez par 3,6, c'est 360 degrés, donc vous l'avez en degrés, vous le convertissez en radians. Ce qui est rigolo, c'est que c'est une constante. Vous la stockez dans une custom property. Donc vous avez une custom property qui s'appelle toRadians qui vous permet de convertir vos degrés en radians. Et ensuite on applique la loi des sinus. Donc la loi des sinus, c'est sommairement ce que je vous ai expliqué. Vous avez deux angles d'un côté, vous êtes capable de tout calculer dans un triangle rectangle en fait. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas la partie la plus rigolote. Par contre, c'est comment on calcule un sinus en CSS. En 2018, c'était la version du haut. Il y avait beaucoup de custom properties. Et donc ça, je ne connais toujours pas le nom de la personne qui a implémenté ça, mais il y a une personne dont le pseudo sur GitHub est StereoKai, qui a implémenté toutes les fonctions trigonométriques en CSS il y a 10 ans, avec des custom properties, et avec les différentes versions des fonctions polynomiales qui permettent de les calculer. J'ai rien compris, mais ça marche. Et c'est bien qu'il ait passé du temps à faire ça, parce qu'aujourd'hui, c'est dans les specs, et vous avez cette version-là, une fonction sin, vous lui filez un angle en radian, fin de l'histoire. Évidemment, vous n'avez pas que les sinus, hein. Vous pouvez faire de la trigonométrie très avancée en CSS, et c'est assez magique. Au passage, tout à l'heure, c'était pas le cas. Mince. C'est pas grave. Donc on a les sinus. On a gagné du temps, là, franchement, par rapport à 2018. Je viens de gagner 5 minutes, je pense, dans mes slides. Donc maintenant qu'on a ça, il faut qu'on place le point sur le slide, enfin sur le cercle. On a calculé, en fait, on a été capable de déterminer la distance entre l'axe vertical et le point sur le cercle.
C'est ça qui nous a permis de calculer l'utilisation de la loi des sinus. Donc pour savoir où est le point, horizontalement on rajoute les 50% de notre zone initiale, on est au bon endroit. Verticalement c'est un peu plus rigolo parce que comme on est dans le quart en haut à droite, il faut qu'on soustrait la valeur qu'on vient d'obtenir, le plus petit côté, au 50%. Donc dans un sens on ajoute 50%, dans l'autre sens on soustrait à 50%. Et je pense que là, avec cette explication-là, vous avez déjà compris qu'il va falloir faire un truc. En fonction du quart de cercle dans lequel on est, eh ben, on ne fait pas le même calcul. Donc petite astuce quand vous en êtes à ce moment-là, vous avez vraiment envie de connaître la petite ligne de JavaScript à foutre dans votre console pour savoir quelle est la valeur calculée pour votre ClipPass. Parce que sinon, c'est une infection. Donc voilà, il faut savoir que getComputedStyle, qu'on a l'habitude de croiser de temps en temps dans du JS, vous pouvez lui passer un deuxième argument, celui-là il est complètement exotique, on ne l'utilise jamais, qui est before ou after, un pseudo-élément, et en fait ça va vous ressortir les propriétés appliquées sur le pseudo-élément. C'est très très utile. Donc en résumé, j'ai besoin de faire ça. C'est joli, hein, il y a plein de couleurs et tout. Avec l'explication, normalement vous aurez déjà compris que soit on va ajouter 50%, soit on va soustraire à 50% dans tous les cas, et juste pas dans le même axe. Pour faire la forme, ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, mon ClipPass, je ne peux pas ajouter des points dynamiquement. J'ai un ClipPass pour l'intégralité de mes cellules, et donc mon ClipPass final, il doit être capable d'afficher tous les cas. Pour afficher tous les cas, en allant dans le cas extrême entre 75 et 100%, eh ben j'ai besoin de 11 points. Il y a 11 coordonnées sur mon ClipPass. Ce qui fait que quand vous êtes dans le cas entre 25 et 50%, il y a certains des points que vous ne voyez pas, juste parce qu'ils sont superposés au centre. Ils sont tous à 50-50 et ils attendent tranquillement de faire leur vie. Et puis hop, quand on passe entre 50 et 75, tac, il y a 2 points qui se réveillent. Il y en a un qui va en bas à droite et l'autre qui va se placer sur le cercle dans le bon arc. Et donc tout ça c'est assez facile, mais des conditions en CSS, je ne sais pas si ça vous parle. Faut commencer par faire un truc très simple. Pour faire une condition, il faut avoir un truc à vérifier. En l'occurrence, un booléen. C'est bien un booléen. Et donc clairement c'est juste du flag, enfin c'est des portes logiques, ni plus ni moins si vous y réfléchissez. L'idée c'est comment on fait ça. Et ben en fait, je vais définir des custom properties qui vont me servir de flag. LT25 si on est en dessous de 25, GT25 si on est au-dessus, etc. Et ces trucs-là, j'ai pas besoin de rajouter de trucs dans mon HTML, j'ai ma valeur. Donc je peux vérifier où on en est. En l'occurrence, il y a des nouvelles fonctions de comparaison en CSS, donc on n'a pas encore des conditions, mais on a des comparaisons, c'est déjà bien, qui sont min, max et clamp. Clamp, elle va écréter une valeur. Vous lui donnez 3 valeurs et elle va vous donner soit la version du milieu si vous êtes exactement dans ce cas-là, soit la version en dessous, soit la version au-dessus, en fonction des données. Donc en l'occurrence, clamp, là je lui donne en argument la valeur minimum qui est 0, la valeur maximum entre 1, donc il va me sortir un 0 ou un 1. Et ma donnée au milieu. Ma donnée au milieu, c'est vu que je veux être en dessous de 25, je la compare à 25, je lui soustrais ma valeur, et si je suis en dessous de 1, je tombe sur 0. Si je suis au-dessus de 1, je reste à 1. On écrète des deux côtés. Et comme ça, vous avez une série de 0 et de 1 qui vous permet de savoir si vous êtes au-dessus, en dessous de 25, 50, 75. Et voilà. Et donc derrière, pour s'en servir dans une condition, vous faites un simple calque, là pour le coup. Il n'y a rien de trop sorcier, mais en fait, votre GT25 vous ressort un 0 ou un 1 avec une valeur de repli, parce que comme ça, vous n'avez pas besoin de vous faire chier à la définir sur tous les éléments. On va considérer que par défaut, c'est 0, et puis on active littéralement les points un par un. Et vous multipliez par ça par 100%, et comme ça, vous avez votre valeur précise qui correspond, donc là, en l'occurrence, à 100. Si je suis en dessous de 25, mon point sera à 0%. Si je suis au-dessus de 25, mon point sera à 100%. Et vous faites ça un certain nombre de fois, parce que vous avez 11 points à placer. Et donc derrière la fonction max, on s'en sert aussi
Alors je suis juste devant, tac. Mais c'est la même logique. Celui-là, c'est le cas simple. Soit je veux 0%, soit je veux 100%. Il y a d'autres cas où je veux 50% ou 100%. Dans ce cas-là, ma valeur de base max, c'est 50%. Je multiplie mon GT25 par 100. Si jamais c'est au-dessus, ma valeur vaut 100%. On prend la valeur max. Et si jamais c'est en dessous, mon flag il est à 0, ça vaut 0%, donc la valeur max c'est 50. Voilà, vous avez des portes logiques en CSS. Ensuite c'est bien joli, mais du coup vous avez compris le problème initial, on avait toujours les éléments qui étaient au même endroit positionnés, donc là je les ai recoupés correctement, les parts font la bonne dimension, par contre après il faut les mettre dans la bonne position. Et c'est là où ça devient un tout petit peu plus rigolo, j'ai besoin de retourner dans mon HTML pour gagner un peu de temps en fait, hein. C'est plus parfait, bon, on pourrait faire autrement, mais ça c'est vraiment le truc le plus efficace que j'ai trouvé. Votre tableau, vous lui mettez un attribut style avec toutes vos valeurs. Donc la première valeur c'est 2, la deuxième valeur c'est 2, etc. Ça je pense que n'importe qui sait le générer avec des données qui viennent d'un bac ou de n'importe où. Et derrière, pour chaque cellule, vous lui passez sa custom property value. Il faut que ça corresponde évidemment, mais on pourrait aussi tricher différemment. Et en l'occurrence, on va juste faire tourner les points. Ça c'est pas trop compliqué, mais il faut que ça dépende de notre donnée. Donc on récupère notre value, on la map sur la bonne valeur. Et on va, en guise de position, on va utiliser une unité, enfin un 0 turn pour l'instant, la valeur par défaut. Turn c'est très rigolo parce qu'en fait, un turn c'est un degré. Donc, enfin, il y a plein de façons de le calculer, mais c'est littéralement un angle et c'est la proportion de tour que vous allez faire. Je sais pas comment il justifie que ça s'appelle turn, mais un turn, c'est vous avez fait le tour complet 360. Et donc je calcule ma position en fonction, donc j'ai ma valeur initiale qui va me servir à côté. Ma position, du coup, elle dépend des positions précédentes. C'est pour ça que j'ai besoin de toutes les valeurs sur l'élément table. Parce que si je suis à mon 4e élément, j'ai besoin, en guise de point de départ de ma rotation, de connaître la somme des 3 valeurs précédentes. Donc bah, c'est simple, on les a, donc on les additionne. On convertit ça en turn, histoire de pouvoir le placer facilement et que ce soit lisible. Donc en l'occurrence, 0.01 turn, c'est 1 degré. Donc voilà, vous avez additionné vos valeurs. Donc il faut imaginer que si vous en avez 18, bah, vous allez avoir une ligne un peu longue avec des additions. Mais vous n'avez pas à l'écrire 3000 fois. Ça, littéralement, c'est des trucs du coup que j'écris en SAS et je fais une boucle. Et c'est pour ça que SAS, merci, on ne peut pas faire sans. Et donc ce truc-là, le résultat de mon calcul, je l'applique juste sur un rotate sur ma position. Truc important à savoir, c'est que les transforms en CSS, ils se cumulent, ils ne s'appliquent pas dans n'importe quel ordre. Si vous mettez plein de fonctions dans votre propriété transform, elles vont pas faire n'importe quoi, ça va pas être un résultat random, elles vont être appliquées une par une. Donc faites bien attention parce que si vous inversez, vous n'avez pas du tout le même résultat. Mais ça peut faire des surprises. Donc là on a un truc, c'est correct. Mais si vous comparez à vos frameworks JS, il manque encore des choses. Bon, il y a des trucs en plus aussi, hein, déjà c'est accessible, mais il vous manque encore des choses. On peut faire par exemple des interactions au survol. On est en CSS après tout. Et donc cette première démo, là pour l'instant je me dis, bah, je vais juste le grossir un peu, mettre en exergue quand on survole une zone. L'idée c'est que pareil, j'ai déjà toute une pile de transformations, autant en rajouter une. Donc il y en a une qui va juste faire un scale d'une custom property qui s'appelle zoom, qui a 0,75 par défaut. Vous avez vu que par rapport à ça précédent, le graphique est un peu plus petit. Et en fait, au survol, je ramène le truc à son état initial. Donc je le passe avec un zoom à 0.8 par rapport à 0.75. Et je m'amuse à rajouter une opacité, comme ça, ça le met un peu plus en valeur. Ce qui est génial, c'est que si vous avez suivi, le graphique lui-même, c'est des pseudo-éléments sur chaque cellule du tableau. Ça veut dire que si vous allez survoler la ligne du tableau, bah c'est pareil et vous n'avez pas besoin d'écrire plus de code. Ça juste marche. On peut faire encore plus loin. On peut dire que c'est peut-être un peu chiant quand même de voir que le petit JSON 1% là, c'est du jaune, il faut que j'aille le lire là pour comprendre. Ce qu'on fait généralement sur des graphiques interactifs, c'est qu'on a une tooltip qui apparaît à côté de la zone que vous survolez. Ben, on va faire ça.
Pas compliqué, on n'a utilisé qu'un seul pseudo-élément pour l'instant, et sur chaque élément HTML, on peut en mettre au moins 2. On va utiliser le deuxième. Et donc on va sommairement, je vous décris pas tout, mais on va dessiner une boîte avec un petit padding, un peu d'espace, un background color pour qu'on le voit, une couleur de texte parce qu'on va filer du texte. On va s'amuser à le placer, donc là je vous invite à lire ce lien, une explication d'Anna Tudor sur comment on distribue une information en CSS autour d'un cercle. Il y a un petit peu de maths, mais finalement c'est un peu moins compliqué que ça, parce que nous on a déjà calculé la position du cercle, donc on peut, enfin la position de l'élément autour du cercle, donc on peut choper ça. Ce qui est important de voir, c'est qu'on est obligé de le décaler par rapport au centre, donc on va le pousser de l'équivalent du rayon. Donc c'est ce qu'on voit avec away, hein, notre fameux radius qu'on retrouve là, et je rajoute un peu de marge avec un REM. Et donc là on commence à avoir un point qui apparaît de manière très cohérente autour du cercle, et donc qui continue à apparaître comme ça, hein, évidemment. Là il est placé, on est bien, on a écrit un peu de CSS, ça commence à se voir un petit peu qu'on fait du CSS. Maintenant il faut qu'on file la donnée dedans. Et là, c'est le truc intéressant. Je vous ai parlé des portes logiques. Maintenant, on va parler des conversions de type en CSS. Vous saviez que CSS était typé, vous? Il l'est. Et il y a plus de types que dans vos langages de programmation. Parce que vous avez même les hertz en CSS. Il n'y a aucune propriété qui utilise une fréquence. Mais vous avez un type hertz. Bref, CSS c'est typé. J'ai besoin de vous expliquer ça. C'est pas juste pour parler des hertz. C'est parce qu'en fait, les valeurs qu'on passe dans les custom properties, ce sont des chiffres, des données censément numériques, et que j'ai besoin de l'afficher dans un pseudo-élément, qui lui ne prend que des chaînes. C'est bête, hein? En JS c'est pareil, vous sortez votre truc, il le fait. Il est gentil JS. Par contre en CSS, du coup, j'ai besoin de convertir le type, sinon il va juste rien m'afficher. Là pour le coup, c'est Cassie Evans qui a trouvé une astuce qui est hyper simple. Alors du coup, il y a deux astuces, parce qu'en fonction du navigateur, il y a un truc qui marche oui, il y a un truc qui marche bien. Vaut mieux mettre les deux, ça marche partout. La première, c'est add_property, qui est plutôt orienté pour les navigateurs Chromium. add_property, ça vous permet de définir les propriétés d'une propriété personnalisée. C'est un peu redondant. Mais en gros, c'est votre interface. Si vous êtes par exemple, si vous comparez ça avec TypeScript, vous allez créer un type, vous allez lui attribuer des propriétés. Là, vous faites pareil en CSS, vous dites qu'integer, c'est une propriété qui n'hérite pas. En CSS, il y a des concepts un peu différents quand même. Vous avez une valeur initiale, donc à partir du moment où vous l'appelez, vous avez une valeur par défaut, de préférence, il faut qu'elle corresponde au type. Et donc la syntaxe, vous dites que c'est un integer. Donc un entier, c'est différent d'un nombre, hein, c'est assez rigolo, mais là, on est obligé d'utiliser un integer. En fait, c'est juste de la triche parce que on peut se retrouver avec des valeurs décimales, et on n'a pas envie. Donc on prend un entier, pas de décimale. Et donc, la petite astuce bretelle pour Firefox, c'est que quand vous définissez votre integer, au lieu de juste lui passer la valeur qui est portée par votre cellule, vous le mettez dans un calque. Et ça suffit à en faire un entier. En fait, calque vous retourne forcément un integer, donc peu importe ce que vous lui foutez, je pense que c'est un dev.js qui a implémenté ça, ça vous retourne un entier. Et donc là, ça devient très rigolo parce qu'on a converti notre type, on peut l'afficher, on est content. Et derrière, on le met dans le propriété content. Donc on récupère le terme, je ne vous l'ai pas dit ça parce que c'est pas très important, mais en gros la clé HTML, CSS, etc. Je le mets aussi sur la ligne dans une propriété terme, comme ça je peux m'en resservir à cet endroit. Le compteur, lui aussi, est important parce que du coup ma valeur, je me suis assuré que c'était un entier en la typant 2 fois. Maintenant, il faut que je la convertisse en chaîne. Et quelqu'un connaît les compteurs CSS ? Les compteurs CSS, c'est un truc qui vous permet de connaître l'index de votre élément. Vous définissez un counter reset sur un élément, disons le body. Counter reset, comment je l'ai appelé ici, value. Vous l'incrémentez, vous définissez sur quel élément vous allez l'incrémenter. Donc typiquement, je sais pas, vous avez une liste d'articles, votre liste où vous dites je veux un compteur de ça. J'incrémente sur chaque ali, counter increment ma value, enfin value, le nom de mon compteur. Et derrière, je peux afficher, avec la fonction counter, la valeur à l'instant T. C'est
hyper intéressant. Au final, l'exemple que je vous ai donné, il est pété parce que vous mettez un OLLI, vous avez le compteur gratos, mais dans l'idée, ça sert à ça. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que lui, c'est pareil. Il a un nom, mais il a aussi une propriété d'initialisation. Donc, votre compteur, il va commencer à une valeur. Et donc, vous lui passez votre entier, qui va servir d'initialisation à votre compteur. Vous l'affichez directement. En fait, vous l'incrémentez jamais parce que vous en foutez. Vous le resetez sur chaque cellule. Et du coup, vous avez converti d'un seul coup votre entier que vous passez en fallback de counter et que vous affichez dans content. Alors, ok, c'est un peu compliqué pour de la conversion de type, mais ça marche. Et donc, voilà. On a toujours notre truc qui est juste en CSS et qui fait ce qu'on veut. Et au moins, maintenant, quand on est sur un petit pâté de 1%, on arrive à lire de quoi on parle. Pour ceux qui ont fait éventuellement de la veille assez avancée en CSS, ils vont peut-être se poser la question de pourquoi pas avoir utilisé des conic gradients. Conic gradient, ça vous permet de faire à peu près ça. Vous connaissez probablement linéaire gradient et radial gradient. La même syntaxe, mais avec un cône en forme d'entrée. Et en fait, vous pouvez tracer ce genre de truc. C'est fait pour. Vous avez un point central et votre dégradé tourne autour. Le problème, c'est que quand vous faites ça, vous allez avoir le bon résultat. Par contre, vous ne pourrez jamais faire des effets au survol parce qu'en fait, votre dernier élément, il ne sera pas clippé correctement. Il aura toujours le dégradé, sera toujours visible de base, devant. Et donc, en fait, quand vous survolez, vous n'aurez toujours que la dernière cellule qui pourra être interactive. Donc, conic gradient, ça vous ferait économiser beaucoup de CSS sur les calculs de la tricot et tout ça, mais vous n'arriverez jamais au même résultat qu'une libjs. Mais c'est joli sinon. Maintenant, je vous ai menti en disant qu'on avait tout fait sur l'accessibilité, parce qu'il y a d'autres cas qu'on n'a pas vus. C'est par exemple, vous avez un site multilingue, international, avec des langues exotiques. Petite pensée pour le monsieur qui parlait de VLC hier matin. De l'arabe ou de l'hébreu, par exemple, vous avez besoin que ça bascule. Et pour ça, en CSS, c'est très simple aujourd'hui. À une époque, c'était hyper lourdingue, parce que vous redéfinissiez énormément de choses. Aujourd'hui, en CSS, vous avez ce qu'on appelle les logical properties, qui vont être placés en fonction du modèle de boîte, pour ceux à qui ça évoque quelque chose. Donc le cumul de vos marges, votre bordure, votre padding et les proportions de votre élément. Et en fait, au lieu d'utiliser width, par exemple, vous allez utiliser une propriété inline size. Dans les 3/4 du temps, ça fera exactement la même chose. Dans les faits, si vous vous retrouvez sur un site qui est dans une langue inversée, eh ben, ça marchera, vous n'aurez rien besoin de redéfinir. Vous voyez qu'il y a une blague parce qu'il y a 2-3 exceptions qui sont facilement patchées, parce qu'en l'occurrence, je me refais un petit faux booléen, enfin en l'occurrence juste un flag plutôt parce que ça passe de 1 à -1, qui sert de condition, et en gros pour toutes mes propriétés de transformation, j'ai mon petit flag qui va basculer la valeur en positif ou en négatif pour que ce soit au bon endroit. Et voilà. Là, avec tout ce CSS là, mon graphique, je peux l'afficher en arabe, en hébreu, en tout ce que vous voulez. Ça marche. Des variantes. C'est bête, hein, mais du coup on fait juste un trou au milieu et puis ça fait un donut, quoi. Donc la propriété mask image sert à ça. C'est pareil, si vous n'avez pas vu écouter François-Xavier tout à l'heure, il en a parlé aussi. Donc là c'est assez rigolo, c'est juste une variante. Mask image, c'est hyper puissant, allez voir ça. On peut faire en sorte que la déformation, le zoom, tout à l'heure qu'on a défini, soit proportionnel à la valeur. Et donc là c'est pareil, vous clampez ça parce qu'il ne faut pas que ce soit ridiculement petit non plus. Donc vous dites, sur une échelle de 50 à 100, je prends la proportion de ma valeur. Donc JSON il est tout petit. Voilà. Évidemment ces données sont complètement pipées, hein, mais vous comprenez l'idée. Et derrière, donc juste un petit rappel, c'est qu'en fait quand on joue avec du CSS hyper avancé, ça peut fausser la restitution dans les technologies d'assistance comme les lecteurs d'écran. Donc il faut idéalement permettre à l'utilisateur de virer les styles. Je vous ai dit tout au début que j'avais toujours une classe charts container autour de mes tableaux. Parce que oui, ce sont des tableaux. Du coup, j'ai juste un petit switch, pareil, un écouteur d'événements au clic. Vous faites un toggle sur class list sur la valeur charts container. Et voilà, vous repassez en mode tableau. Ça coûte que dalle. Et là, vous êtes sûr que tout le monde, dans tous les cas, arrivera à consulter vos données. C'est ça l'objectif. Et en fait, il y a plein de trucs que j'ai pas eu le temps de creuser encore. On peut aller beaucoup plus loin.
On peut faire des animations avancées grâce à Add Property qu'on a vu tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on ne peut pas animer parce que le navigateur n'est pas capable de faire l'interpolation entre une valeur à l'entrée et une valeur à la sortie. Avec Add Property, vous typez le truc, vous lui dites ça va être dans tous les cas ce genre de données, et du coup, il peut interpoler des choses qui jusqu'à présent n'étaient pas animables. On peut utiliser la pseudo-classe as pour simplifier le code, pour éviter d'avoir des sélecteurs à rallonge avec des tbody, td, trt, machin. On peut faire des choses beaucoup plus avancées. Le responsive, aujourd'hui, on le gère souvent à l'échelle du viewport, donc de la fenêtre globale. Aujourd'hui, avec les container queries, on peut faire ça à l'échelle du conteneur. Donc, en l'occurrence, mon graphique peut être un conteneur et on peut réagir à l'espace dont il dispose pour adapter l'affichage. Il y a des trucs rigolos, mais la conversion de type, en vrai, on n'est pas censé en avoir besoin parce que la fonction attr qui permet d'afficher un attribut dans content, en théorie, elle n'est pas censée renvoyer qu'une chaîne. Aujourd'hui, on ne s'en sert que dans content parce qu'elle ne retourne qu'une chaîne. C'est pas censé être le cas, elle devrait pouvoir retourner n'importe quel type de données. Ça veut dire que je pourrais avoir juste un attribut value ou n'importe quoi sur mon TD et me servir de la valeur partout dans mon CSS grâce à la fonction attr, sans avoir à réfléchir. Les couleurs, on peut aller encore plus loin. Il y a des fonctions qui arrivent qui sont complètement dingues, mais pour éviter les nChild 4n+4 par exemple, vous avez des fonctions qui s'appellent sibling index et sibling count qui vont faire sensiblement ce que fait un compteur, sauf que vous allez définir où vous voulez. Et donc vous pourrez savoir sur un élément avec sibling index à quelle position dans son niveau de DOM il est. Et sibling count va vous dire combien de frangins il a à côté. Tout ça c'est assez dingue. Les animations au scroll aussi, ça fait partie des trucs qui sont populaires en JS et tout ça. En fait, aujourd'hui vous pouvez les faire en CSS, c'est pas encore complètement supporté partout, mais ça y est presque. Et puis bon, je vais arrêter parce qu'en fait on peut encore faire plein de trucs et j'ai juste pas eu le temps, et de toute façon la conf elle est finie. Donc voilà, il y a un formulaire de feedback. Et juste une petite mention dans les crédits, le truc important c'est le dernier lien. Si vous pensez qu'on a besoin de JS pour faire une présentation, arrêtez, lisez cet article. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des gens qui sont pressés d'aller prendre leur café? Oui, les questions à côté, si ça va pour tout le monde, n'hésitez pas à me retrouver de toute façon dans les couloirs.